À côté des militaires et des fonctionnaires qui sont là 2 ans en moyenne, très peu de Français restent longtemps à Djibouti. Directeur commercial, Vincent Dell'Aquila est ici depuis 22 ans. Il est vrai que nous ne sommes pas très nombreux, n'est-ce pas, à Djibouti, à avoir cette ancienneté, parce que c'est essentiellement, je crois, un pays de passage. Il y a beaucoup de militaires, beaucoup de fonctionnaires, et qui ne restent ici que 2, 3, 4 ans maximum. Est-ce que Djibouti, c'était à l'époque pour vous l'aventure? Non, ce n'est pas l'aventure au sens habituel, n'est-ce pas, et même je crois qu'il faut ignorer ce mot, si vous le voulez bien, parce que Djibouti n'a jamais été un territoire colonial, je pense, au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a pas de colons à Djibouti, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gens qui soient attachés à la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre, précisément. Alors pourquoi Djibouti? Alors Djibouti a été, comme vous le savez sans doute, une création ex nihilo, sortie de rien. Alors, les gens n'ont jamais cru, là je crois qu'il faut faire un peu d'histoire, enfin sans entrer dans le détail, peut-être avant même que je n'arrive, mais en tout cas depuis que j'y suis, je puis affirmer que pratiquement chaque année, l'avenir de ce territoire a été remis en cause, pour une raison ou pour une autre. Sans doute parce que sa nature même était indécise, n'est-ce pas, comme les événements l'ont montré. Vers la fin du Second Empire, l'ouverture du canal de Suez reliait l'Orient à l'Occident. Désormais, la mer Rouge allait devenir la plus fréquentée des voies de communication mondiales et ses points d'escale allaient conquérir une importance considérable grâce au génie du français de Lesseps. En 1883, la France envoie dans cette région le gouverneur Lagarde qui fonde l'établissement d'Obock. Du Négus Ménélique, Lagarde obtient ensuite un traité d'amitié. Ainsi est consacrée, sans qu'une goutte de sang ait été versée, l'œuvre du gouverneur Lagarde, une des plus grandes figures coloniales françaises. Le pays était désertique. Quelques paillotes abritaient les populations côtières. Les pasteurs nomades erraient jusqu'au pied des contreforts volcaniques à la suite de leurs troupeaux. La rade d'Obock s'étant révélée insuffisante, les colons français se fixèrent à Djibouti. Ils y créèrent de toutes pièces une ville et un port. L'héroïsme des pionniers a porté ses fruits. Aujourd'hui, des immeubles modernes se dressent, de larges avenues s'étendent, l'énergie électrique a été créée, fait unique sur les bords de la mer Rouge, une eau abondante est distribuée partout. Djibouti, grande cité moderne, connaît les bienfaits de la civilisation française. Elle possède plusieurs écoles où sont instruits les enfants indigènes. L'œuvre sanitaire est considérable. Le progrès matériel et social s'étend à tous les domaines. Entre-temps, des quais, des entrepôts étaient construits à Djibouti. Récemment ont été inaugurés les pipelines et les 4 citernes de mazout qui permettent le ravitaillement sur place des navires. Djibouti est à la croisée des routes impériales françaises. Les relations les plus cordiales s'étant établies entre l'Éthiopie et les colons français, ceux-ci obtinrent la concession d'une voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, son débouché naturel sur la mer. La ligne fut lancée à travers le désert grâce aux capitaux français et au prix d'efforts héroïques. Wagons-salons, wagons-lits, wagons-restaurants ont été spécialement achetés, ainsi qu'une 50aine de locomotives. C'est une des œuvres les plus remarquables qui ait été accomplie en Afrique. Les patrouilles d'avions de reconnaissance sillonnent le ciel. D'importantes unités navales assurent en permanence la protection du port. Un matériel considérable a été débarqué qui appuierait, le cas échéant, l'action des troupes métropolitaines. En pleine brousse se dressent les campements des méharistes, prêts à répondre à la moindre alerte. La tradition méhariste n'a pas encore disparu de l'armée française. Je commande la 3e compagnie du groupement nomade autonome et c'est la compagnie qui est implantée
sur le sud du territoire, sur la frontière éthiopienne et sur la frontière somalienne. Notre mission, c'est la surveillance de la frontière et des populations nomades en zone frontalière. Lieutenant Champenois, Saint-Cyr, 28 ans, 134 hommes sous ses ordres. Une patrouille de la compagnie, c'est un caporal et 2 ou 3 hommes qui contrôlent les campements qu'elle rencontre, qui voient s'ils sont des campements connus, s'ils sont des gens qui sont normalement ici, qui contrôlent également les caravanes qu'elle pourrait rencontrer, qui voient si les caravaniers ont un laissez-passer qui sont venus chercher au poste, qui regardent si les conditions de vie des nomades sont bonnes. Moi, j'aime bien discuter avec eux, ce sont des gens que j'aime bien. Ce sont des rapports simples et naturels. Et ils attendent un certain nombre de choses de nous. C'est essentiellement les problèmes de troupeau, les problèmes de point d'eau, les problèmes d'honneur qui vont souvent de pair avec les histoires de mariage, de filles. Où est ta femme nouveau? Ton mariage nouveau? Là-bas. Truc nouveau? Ouais. Eh ben, on va aller lui dire bonjour. Ouais. Combien tu en as de chèvres, Osman? Chef. 200. Combien tu en as? 200? 200, 300. 200 ou 300, c'est pas très bien. Les pâturages, ils ont poussé là, en pagaille. Bon, bagaille, un bagaille. Jamais vu autant de pâturages comme ça. Jamais vu. Oui. Dans l'oued, il y a de l'eau. Dans les puits, partout, il y a de l'eau. Deux fois, il est. Bon, la brousse en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est calme? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Rien? Ouais. Il n'y a pas de malade. Aucun malade? Personne qui est malade? Ici. Il y en a un malade. Il y en a un malade ici. Qu'est-ce qu'il a? Grave? Ouais, la poitrine. Il a jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Ouais. Maribo. Ani gaya tigin. Dapat gariyo. Au revoir toi. Ça va. Ay genio. Kare? Kare. Allez, roule. Oui. Bon. Toi, tu dis pas au revoir, là? Le désert des Tartares n'a pas fini de nourrir les rêves des hommes. Si vous voulez, bon, j'ai mon morceau de frontière, ma mission, mes hommes. En juin 1977, pour la dernière fois sur la terre d'Afrique, l'Empire français amène les couleurs. Dans 3 jours, le rêve africain va se dissiper sur Djibouti. Dernier bastion militaire de l'ancien empire français, Djibouti, devenu un État, reste un pivot stratégique planté dans le nouveau nœud géopolitique du monde, celui du pétrole. L'embouchure de la mer Rouge et de l'océan Indien est étroite. D'un côté Djibouti, de l'autre Aden. Même si la réouverture du canal de Suez n'a pas accru le trafic pétrolier en mer Rouge, l'accès à la Méditerranée et aux ports saoudiens passe par les détroits du Bab el-Mandeb. L'océan Indien est la voie royale du pétrole et les bateaux de guerre sont autant de sentinelles. C'est ici que passe l'approvisionnement énergétique de l'Europe, des États-Unis et de plus en plus de l'Union soviétique. Du golfe Persique à l'Afrique du Sud, l'axe névralgique du monde longe cette côte.